Pendant l'état d'urgence, je me souviens, Manuel Valls disait pas de juridisme avançons, c'était une manière de dire bon, là, maintenant, il faut vraiment qu'on se dépêche parce que il y a la menace terroriste, il faut absolument qu'on légifère très très rapidement, quitte à suspendre le droit. Aujourd'hui, on est dans une forme d'état d'urgence technologique où, au prétexte que la menace terroriste est remplacée par la menace chinoise ou la menace américaine, qui sont en plus des menaces assez factices parce que ça ne nous empêche absolument pas de nous appuyer énormément sur les grandes plateformes américaines ou d'acheter du matériel chinois, mais qu'au nom de cet état d'urgence technologique, il faudrait très très vite légiférer en faveur de la reconnaissance faciale, lancer des expérimentations, parce que si on ne le fait pas, demain on sera un nain technologique isolé au cœur de l'Europe. Aujourd'hui, on est un peu sorti, on est en train de sortir, en tout cas on devrait sortir de la vision orwellienne de la technologie et de la surveillance. Alors quand je dis sortir de la vision orwellienne, c'est surtout sortir de 1984, parce qu'on est très encombré finalement par tout le vocabulaire autour de Big Brother, qu'on a tendance à guetter un peu derrière le moindre dispositif de surveillance. On le voit, c'est un peu la terminologie assez pratique pour désigner n'importe quel outil servant à assurer le contrôle social d'une population. Or, Big Brother et 1984 sont pas forcément des outils très opérants pour décrire les systèmes dans lesquels on vit. Déjà parce que 1984 n'est pas un livre sur la technologie et sur la surveillance, finalement, c'est un grand livre sur le totalitarisme, c'est un peu le Léviathan du XXe siècle, c'est un peu comme ça en tout cas que le décrivait le biographe d'Orwell, Bernard Crick. On est bien plus, je trouve, dans un monde où l'imposition de la technologie se fait de manière assez douce. Donc effectivement, Damasio parle de Big Mother, cette espèce d'entité un peu maternante. Aujourd'hui, la question de notre propre désir à participer à ces dispositifs, à être des acteurs ou des agents plus ou moins consentants et plus ou moins éclairés, me semble être une dimension assez importante. Du coup, on n'est pas du tout dans une imposition totalitaire de la technologie. Aujourd'hui, quand on nous parle de la biométrie en général, de la reconnaissance faciale en particulier, ou qu'on nous parle encore plus des réseaux sociaux, des applications à la mode, etc., on n'est pas du tout dans une imposition, encore une fois, contrainte de la technologie. Au contraire, tout est fait pour rendre la technologie désirable, acceptable parfois, et nous faire participer à ce système-là. C'est vrai qu'en plus, aujourd'hui, on va dire la matérialisation de cette vision orwellienne correspondrait assez bien à la Chine. La Chine, dans notre imaginaire commun, partagé, dans nos représentations de la surveillance, aujourd'hui, incarne assez bien ce que serait une surveillance totale, ce que serait vraiment la surveillance de masse à son stade le plus avancé. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder ce qui se passe en Chine, parce qu'évidemment, il y a des développements qui sont inquiétants, c'est un bon moyen de prendre un peu la température de ce qui serait susceptible d'arriver chez nous, mais ça oblitère un peu tout ce qui serait justement susceptible de se déployer, d'être expérimenté sous nos latitudes. Et donc pendant que la Chine déploie le crédit social à plus ou moins grande échelle, déploie la reconnaissance faciale, déploie tout un tas d'autres technologies plus futuristes les unes que les autres pour assurer le contrôle social de la population, en France, on a des expérimentations de reconnaissance faciale, on a des expérimentations de biométrie, on a la région sud qui essaie d'imposer la reconnaissance faciale à l'entrée des lycées, avec la CNIL qui dit non, on a la ville de Saint-Étienne qui essaie d'installer des capteurs qui sont capables d'enregistrer les bruits suspects dans un quartier populaire. Là aussi, on a la CNIL qui dit non. Donc on voit bien qu'on a comme ça, sur le territoire, de petites éruptions, quelque part, qui montrent que ces dispositifs sont à l'œuvre de manière assez tempérée, quelque part. On n'est pas face à des scandales nationaux qui mobiliseraient l'opinion publique. Tout ça se fait un peu de manière discrète et correspond assez bien finalement à l'environnement technologique dans lequel on baigne, d'une température qui serait encore supportable, on va dire. Alors, pendant longtemps, on a parlé alors notamment le solutionnisme technologique, qui est un terme qui a été forgé par l'intellectuel américain Yevgeny Morozov, qui est d'origine biélorusse, donc en plus il a
on va dire, Morozov, de par son histoire personnelle, sait ce qu'est un régime autoritaire, sait aussi ce qu'est une démocratie libérale, a beaucoup écrit du coup sur à la fois la manière dont les régimes autoritaires se sont emparés de la technologie, mais aussi beaucoup sur les promesses, on va dire, de la technologie dans les démocraties libérales. Et le solutionnisme technologique, tel qu'il le décrivait au milieu des années 2010, c'était l'idée selon laquelle, finalement, les grandes plateformes de la Silicon Valley... Pardon, j'en pense juste de là. Il y a eu un petit reflux. C'était l'idée selon laquelle les grandes plateformes de la Silicon Valley, pour faire un peu simple, allaient améliorer le monde, changer le monde grâce à la technologie. Et pendant longtemps, on va dire jusqu'à la toute fin des années 2010, donc vraiment la période dans laquelle on est là, le solutionnisme technologique s'est résumé à ces promesses non tenues. C'était finalement les rêves déçus de la Silicon Valley. Aujourd'hui, le solutionnisme technologique, de plus en plus, désigne non seulement ces promesses non tenues des grandes plateformes, hein, il suffit de regarder le nombre de scandales qui rythment la vie de Facebook, par exemple, mais ça désigne aussi la croyance de plus en plus forte et la dépendance des États, et notamment des démocraties libérales, vis-à-vis de la technologie. Quand on a un pays comme la France qui s'accroche comme ça à la reconnaissance faciale, en disant finalement la question n'est pas de savoir si c'est compatible ou pas avec nos valeurs démocratiques, mais la question est de savoir comment on déploie la technologie, on est dans l'idée que la technologie, qui ne peut être désinventée, comme j'ai pu l'entendre dans la bouche de responsables politiques ou d'industriels, ce qui sanctionne une forme de vraiment d'inéluctabilité, on part du principe que la technologie va nécessairement améliorer le monde. Donc on a cette idée que la technologie, ou même encore plus la technique, qui est un terme que je trouve plus chargé politiquement, donc plus intéressant, que la technique devient une modalité pour gouverner, et devient une modalité indispensable pour gouverner. Alors j'entends souvent la rhétorique du j'ai rien à cacher. On l'a beaucoup entendu après l'affaire Snowden, notamment. On l'entend beaucoup dès qu'on essaie de déployer justement tel ou tel dispositif de surveillance. Pour moi, ça sanctionne plusieurs choses. C'est à la fois une manière de dire finalement qu'on n'est pas en mesure de cacher quoi que ce soit, donc c'est une intériorisation de la surveillance qui opère et qu'on a assimilé au point de devenir suffisamment consentant, on va dire, pour s'y plier en disant qu'on n'a rien à cacher. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que ça reste quand même un réflexe un peu petit bourgeois. Alors c'est peut-être quelque chose sur lequel on aura justement l'occasion de revenir, mais l'idée qu'on n'a rien à cacher est toujours une grille de lecture extrêmement individuelle et individualiste, qui consiste à voir le monde à travers son cas personnel et le tout petit bout de la lorgnette, sans se préoccuper des effets indésirables de la technologie sur tout un tas de catégories de population qui sont potentiellement plus fragiles et plus fragilisées que soi. Donc c'est souvent, les gens qui disent qu'ils n'ont rien à cacher sont souvent des gens qui sont quelque part un peu des gagnants du système, des gagnants de la technologie. Moi, personnellement, je pourrais dire que je n'ai rien à cacher parce que j'ai jamais eu à subir le contrôle faciès, par exemple. Ce qui n'est pas le cas d'autres personnes, qui, elles, pourront se dire qu'effectivement, demain, avec la technologie, qui risquerait d'amplifier des effets discriminatoires qui existent déjà dans la société, je pense que ces personnes-là seraient moins enclines, moins susceptibles de dire qu'elles n'ont rien à cacher. Mais il y a quelque chose qui me frappe dans cette foi quasi religieuse en la technologie, c'est que c'est une technologie, notamment la reconnaissance faciale, qui ne tolère que la perfection, qui ne tolère que les visages parfaitement symétriques, qui a besoin que je sois comme là, bien éclairé, parfaitement lisible quelque part, et donc elle tolère absolument pas les imperfections naturelles du corps, de la vie, de l'environnement dans lequel on habite, etc. Donc il y a à la fois cet idéal de perfection, qui est finalement assez associé à cette vision quasi mystique comme ça de la technique. Et de l'autre côté, on a la réalité technologique, alors qu'il y a la réalité technologique du moment. Hein. Ces technologies avancent assez vite et on peut imaginer que le constat qu'on pose aujourd'hui sera peut-être plus vrai dans 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Mais aujourd'hui, sur la reconnaissance faciale, par exemple,
les expérimentations qui ont été menées, et notamment sur la reconnaissance faciale en temps réel dans l'espace public, parce qu'il faut distinguer donc, ces différents types de reconnaissance faciale, et cette reconnaissance faciale en temps réel dans l'espace public a montré, pour l'instant, des limites assez criantes. C'est-à-dire que, d'une main, on a la mairie de Nice qui teste la reconnaissance faciale en temps réel dans l'espace public lors du carnaval de Nice l'année dernière, où on nous annonce 100% de réussite, qu'on a réussi à distinguer 2 jumeaux monozygotes, qu'un employé de la mairie qui avait soumis une photo vieille de 30 ans a été identifié quand même. Et 1 an ou 2 ans plus tôt, au carnaval de Londres, dans des conditions assez analogues, le même type de technologie était testé, et là, le logiciel s'était trompé 34 fois sur 35. Donc, j'ai tendance à me poser la question, comment, dans des conditions relativement semblables, on est passé de 98 ou 99% d'échecs à 100% de réussite. Donc déjà, on a un manque de transparence vis-à-vis de la réalité des résultats qui sont proposés. À Nice, les résultats tels qu'ils ont été communiqués à la CNIL, par exemple, contiennent aucune donnée scientifique. On n'a pas le nombre de faux positifs, c'est-à-dire qu'on ne sait pas combien de fois la machine s'est trompée. En fait, on nous dit que la machine a eu raison dans 100% des cas où elle ne s'est pas trompée. C'est un peu la même rhétorique qu'au loto, c'est tous les gagnants ont tenté leur chance. Bah, forcément, ça donne des chiffres assez biaisés. Donc déjà, il y a cette relative opacité sur les résultats. Et par ailleurs, on sait aujourd'hui, parce que ça a été abondamment documenté, que ces technologies de reconnaissance faciale ne sont pas égalitaires dans le sens où tous les individus ne sont pas traités de la même façon par la technologie, et notamment les individus qui ont la peau noire, par exemple, ou les femmes, sont plus discriminés par la technologie parce qu'elles sont moins bien reconnues. C'est-à-dire qu'une personne blanche va peut-être être reconnue dans 85-90% des cas, ce qui laisse quand même déjà une marge d'erreur assez importante, et dans le même temps, une personne noire va peut-être être reconnue dans 60-65% des cas, ce qui laisse une marge d'erreur encore plus grande. Donc aujourd'hui, on a des populations qui, en plus, historiquement, quand même, par rapport à des dispositifs policiers, sont déjà plus discriminées, et la technologie va venir renforcer, quelque part, ces effets discriminatoires. Je repense toujours à cette phrase d'un colonel de la gendarmerie qui avait écrit une note il y a quelques mois pour le centre de recherche de l'école des officiers de la gendarmerie nationale, et qui disait que sous réserve de biais algorithmiques, enfin si on arrivait à réduire ces biais algorithmiques, on allait résoudre le problème des contrôles aux faciès, parce que la reconnaissance faciale équivalait à un contrôle d'identité permanent et général. Bon, déjà, au-delà du fait de voir la reconnaissance faciale comme un contrôle d'identité permanent et général, chacun saura se faire une idée sur la nécessité ou pas d'avoir ça en démocratie. Mais le sous-réserve d'algorithmes exempts de biais, on va résoudre les contrôles aux faciès. Aujourd'hui, la réalité technologique, malgré les appels à expérimentation répétés notamment du gouvernement, c'est que la reconnaissance faciale ne ferait qu'aggraver les contrôles aux faciès. C'est ça la réalité d'aujourd'hui. Aujourd'hui, sur la reconnaissance faciale en France, sur le déploiement dans l'espace public, on voit que c'est compliqué parce que notamment le cadre législatif n'existe pas vraiment. On a un cadre législatif de la vidéosurveillance, mais qui en plus est assez ancien, donc on a le RGPD qui est venu se greffer par-dessus. C'est assez difficile aujourd'hui de savoir dans quel cadre on évolue, donc dans l'espace public on a peu de choses, sauf sous le régime de l'expérimentation, tel que ça a été mené à Nice, parce que le RGPD, paradoxalement, facilite les expérimentations de ce type-là. Mais par exemple, on n'a pas, comme c'est le cas à Londres, là maintenant depuis quelques semaines, la police qui a déployé la reconnaissance faciale en temps réel dans l'espace public. Aujourd'hui, en France, sur les applications strictement policières, ce qu'on a, c'est que les services de police peuvent accéder au TAJ, donc le traitement des antécédents judiciaires. Aujourd'hui, on a plus de 15 millions de fiches de personnes mises en cause. Donc quand on dit des personnes mises en cause, ça peut être des personnes qui ont été mises en cause à un moment, ça ne veut pas dire qu'elles ont été condamnées par la justice. Donc n'importe qui peut faire valoir son droit de rectification des informations qui figurent dans ce fichier. Et sur ces plus de 15 millions de personnes, on estime qu'il y a près de 4 millions de photos. Donc effectivement, ça fait une base de données conséquente. Et aujourd'hui, la police commence à déployer, a commencé à déployer en tout cas, un logiciel de reconnaissance faciale pour pouvoir interroger le TAJ
à partir de la base de données photographique. L'une des autres applications potentielles de la reconnaissance faciale, qui est en tout cas un point à surveiller, c'est avec ce qu'on appelle le fichier TESS, donc des titres électroniques sécurisés, qui en fait est une forme d'état civil biométrique dans la mesure où tous les individus français de plus de 13 ans figurent dans ce fichier où il y a des données biométriques qui sont destinées à pouvoir justement faire un passeport par exemple. Et donc ces informations-là sont susceptibles demain, alors on nous assure que non, pour l'instant c'est pas en place, il faut évidemment rester vigilant là-dessus, mais ce serait une application potentielle de la reconnaissance faciale dans la mesure où aujourd'hui c'est la base de données biométrique la plus fournie sur le sol français. À l'ISEM, c'est pour le coup de l'authentification, c'est-à-dire que on ne va pas interroger une base de données pour déterminer que vous êtes bien la personne que vous prétendez être. On ne va pas interroger une base de données pour trouver quelqu'un de suspect. On va juste interroger la puce de votre passeport pour s'assurer que la photo que vous prenez correspond bien à cette photo-là. Ça correspond un peu en termes d'équivalence à ce qui se fait déjà dans les aéroports avec les portiques paraphes, où au lieu de passer avec un officier de la police aux frontières, vous avez une caméra qui prend votre photo et qui compare cette photo à la puce biométrique de votre passeport où figure déjà votre photo. Donc c'est évidemment pas sans danger, notamment parce que y a des risques de sécurité, et puis il y a un devoir d'information du public sur ces questions-là. Mais aujourd'hui, c'est un sujet qui m'inquiète moins, on va dire, que la reconnaissance faciale en temps réel dans l'espace public, qui elle est le vrai Graal policier. Après, par contre, à l'ISEM participe d'une forme d'accoutumance à ces outils-là, et effectivement, on peut se dire, aujourd'hui, on déploie à l'ISEM, en plus déjà c'est relativement compliqué, parce qu'on se rend compte le calendrier a été un peu chamboulé, repoussé, mais demain, parce qu'on aura déployé à l'ISEM, qu'on nous aura acclimaté quelque part à la reconnaissance faciale, peut-être qu'on poussera un cran plus loin, et par effet cliquet, ensuite on ne revient jamais vraiment en arrière. Quand même quelque chose qui me frappe, c'est que quand on écoute le pouvoir, il y a cette crainte, cette peur quasi atavique d'être à un moment supplanté, balayé par la technologie. On nous parle effectivement d'hyper-intelligence, d'intelligence artificielle forte, qui, à un moment, serait susceptible de venir faire vaciller la démocratie. Donc on fait ça d'une main, et puis de l'autre, on encourage les expérimentations sans se poser trop de questions, en tout cas sans se poser beaucoup plus de questions que la rentabilité économique à court terme de ces investissements, le fait de faire vivre un écosystème, de faire vivre des entreprises, d'investir un secteur et d'occuper la place, parce que si on n'occupe pas cette place, demain ce sera, grosso modo et de manière un peu schématique, ou la Chine ou les États-Unis, avec leur modèle de souveraineté numérique qui sont très très forts, avec les GAFA côté américain, et puis ce qu'on appelle les BATX côté chinois, mais aussi avec la très forte perfusion du pouvoir central chinois. Donc on aurait ces deux modèles-là qui nous prendraient en étau, qui du coup suspendent un peu le jugement, dans la mesure où l'urgence nous obligerait à nous mouvoir très très vite pour se dépêcher d'investir ce secteur-là, en se disant que le temps presse. Et du coup, on est dans un peu l'équivalent des discussions qu'on a pu avoir pendant l'état d'urgence, où je me souviens, Manuel Valls disait pas de juridisme, avançons. Et quand il disait pas de juridisme, avançons, c'était une manière de dire bon, là, maintenant, il faut vraiment qu'on se dépêche parce qu'il y a la menace terroriste, il faut absolument qu'on légifère très très rapidement, quitte à suspendre le droit. Aujourd'hui, on est dans une forme d'état d'urgence technologique où, au prétexte que la menace terroriste est remplacée par la menace chinoise ou la menace américaine, qui sont en plus des menaces assez factices parce que ça ne nous empêche absolument pas de nous appuyer énormément sur les grandes plateformes américaines ou d'acheter du matériel chinois, mais qu'au nom de cet état d'urgence technologique, il faudrait très très vite
légiférer en faveur de la reconnaissance faciale, où il faudrait très très vite lancer des expérimentations, parce que si on ne le fait pas, demain on sera un nain technologique isolé au cœur de l'Europe. Moi, la question que je me pose, c'est être un nain technologique, soit, mais que se passera-t-il si on devient un nain en matière de liberté publique, alors que la France se gargarise, depuis quand même 3 siècles à peu près, d'être le pays des Lumières et des droits de l'homme? Bah, dans une société où l'anonymat n'existe plus, où l'anonymat n'existe plus dans l'espace public, où finalement il n'y a plus de différence entre l'espace public et l'espace privé. J'aime beaucoup cette phrase de Gabriel Garcia Marquez qui dit qu'on a toujours 3 vies, une vie publique, une vie privée et une vie secrète. Avec les réseaux sociaux, on a déjà la vie publique et la vie privée qui ont largement fusionné, avec l'imposition de tous ces dispositifs de surveillance, ou l'acclimatation à ces dispositifs de surveillance, la vie secrète est elle aussi en train de disparaître. Et donc on se retrouve avec une espèce de bouillie informe où on ne sait plus très bien justement où poser, on va dire, la borne de l'inviolabilité. Ce que ça change déjà profondément, c'est les rapports entre les hommes, c'est les rapports entre les individus. À partir du moment où on se sait suivi, calculé, mesuré, épié en permanence, on ne se comporte plus de la même façon. Dans une société où on n'a plus d'anonymat, où on est sommé d'être en permanence contrôlable, on va dire, finalement c'est la matérialisation de ce qu'Emmanuel Macron appelle la société de vigilance. Et dans une société de vigilance, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelque part tout le monde est suspect. Ça veut dire qu'on crée un seuil au-delà duquel on va estimer que quelqu'un, après avoir accumulé un certain nombre de signaux faibles, devient quelqu'un de dangereux. Et donc je crois que le principal danger d'une société où on serait sous une surveillance permanente, ce serait finalement de contaminer l'ensemble de la société avec une notion de risque. Notion de risque qui existe déjà depuis que les gouvernements ont décidé, depuis les années 70, de prendre à leur charge la sécurité. Mais quand on nous dit la sécurité est la première des libertés, c'est pas vrai, déjà, parce qu'on ne peut pas opposer sécurité et liberté. La liberté n'est pas conditionnée par la sécurité. Et puis surtout, la sécurité est une notion très floue qui est chargée d'une dimension d'un risque qui est un risque mouvant, c'est-à-dire que c'est un risque jamais rassasié. Donc la sécurité, elle est toujours un objectif à atteindre, elle n'est jamais réalisée. On n'entend jamais un homme politique nous dire « là, aujourd'hui, ça y est, vous êtes en sécurité absolue ». Au contraire, on nous dit « pour que vous soyez davantage en sécurité, il faudrait que ». Donc il nous faudrait telle loi, tel dispositif, telle technologie, etc. Dans une société de surveillance généralisée, mais qui peut être une société de surveillance généralisée et diffuse, hein, on n'est pas obligé d'avoir des caméras géantes à tous les coins de rue, c'est placer tous les individus dans une situation de vigilance permanente, de vigilance par rapport à l'État, par rapport au pouvoir, et puis de vigilance les uns vis-à-vis des autres aussi. Et donc c'est un système où les individus sont sommés non seulement d'être des agents dociles de la surveillance, mais de vérifier que leur voisin l'est aussi. Et je crois que pour le coup, je disais tout à l'heure qu'on n'était pas dans une imposition totalitaire de la technologie. Par contre, l'univers que ça dessine, la société que ça dessine, pour le coup, est quand même un horizon franchement dystopique. Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour résister à cette espèce d'invasion technologique, on a assez peu de solutions, parce qu'on a que des petites solutions individuelles. Moi, je prends souvent le parallèle des petits gestes écologiques. Pour l'écologie, on va consommer bio, acheter des ampoules basse consommation, faire pipi sous la douche, etc., etc. De la même manière, on se dit, pour lutter contre la surveillance, on va mettre un autocollant sur sa webcam,
on va utiliser des outils de chiffrement pour communiquer, on va supprimer son compte Facebook. Sauf que dans un cas comme dans un autre, on se rend bien compte que c'est pas comme ça qu'on va rééquilibrer un rapport de force qui est pour l'instant très très clairement en notre défaveur. Donc pour moi la question c'est de réussir à trouver les modalités pour déjà réussir à délibérer collectivement, pour réussir à se mettre ensemble, à 2, à 10, à 1 million, pour délibérer de ce qui serait un futur souhaitable, et pas seulement un futur techniquement réalisable. Et parce que c'est comme ça, je pense, qu'on arrivera à sortir de cette espèce de catatonie générale. Je repense à ces mots fameux d'un pasteur allemand qui s'appelait Martin Niemöller, qu'on peut opposer au Gérard Nakaché. Il disait dans un poème qui est resté très célèbre, d'abord ils sont venus chercher les juifs et je n'ai rien dit, puis ils sont venus chercher les représentants syndicaux et je n'ai rien dit, puis ils sont venus me chercher moi et il n'y avait plus personne pour me défendre. Je crois que ça traduit assez bien le danger qu'il y aurait à voir ces problématiques-là à travers un seul prisme individuel. C'est-à-dire que voir midi à sa porte ne nous préservera pas collectivement des dangers de la technologie. C'est vraiment des discussions qu'on doit avoir à un niveau collectif, qui peut être justement à l'échelle de la ville, hein, par exemple. Moi, je pense que c'est une bonne échelle pour discuter, c'est une bonne échelle pour porter le combat, le cas échéant, parce que c'est un espace qui visibilise les dispositifs, qui du coup visibilise les rapports de force, et où s'obtiennent aujourd'hui les rares et petites victoires. Aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est que quand on a le colonel de gendarmerie nationale qui nous dit « la reconnaissance faciale équivaut à un contrôle d'identité permanent et général », mais si on avait dit ça dans la France de 1920, mais c'était un scandale. C'était un scandale, c'était inaudible pour qui que ce soit. Parce qu'il faut se souvenir quand même que la biométrie au siècle dernier s'était réservée aux populations qui étaient considérées comme des populations dangereuses. Donc c'était les pauvres, qui étaient notamment obligés de justifier de leur identité avec le livret ouvrier, qui régulait leurs déplacements. C'était les nomades et les vagabonds, qui devaient se promener en permanence avec un carnet anthropométrique, où figurait leur taille, la distance entre les yeux, etc. Où en plus on sent bien que ce type d'indication morphologique trahissait un certain racisme, on va dire, encapsulé dans le dispositif en lui-même, donc dans l'État. Et puis la dernière catégorie, c'était les criminels récidivistes, parce que quand Alphonse Bertillon invente les fiches anthropométriques à la fin du XIXe siècle, donc on invente en France la photographie judiciaire, donc avec la fameuse photo de face, la photo de profil, et puis une série de mesures de la distance entre les yeux, encore une fois la taille des pieds, etc., qui vont permettre de créer une base de données pour identifier les criminels récidivistes. Donc ça, c'est les 3 catégories de population qui sont historiquement surveillées, catégories auxquelles on peut ajouter les anciennes colonies, l'Indochine par exemple. On est passé donc en un siècle ou un siècle et demi de ces populations dangereuses sous contrôle à la reconnaissance faciale, qui n'est jamais que la mise en signal informatique des fiches anthropométriques de Bertillon, sauf qu'elle n'est plus réservée aux criminels récidivistes, ni même aux catégories de population que j'ai énoncées, mais déployée sur la population générale. Moi, les repères un peu marquants qu'on a en France, c'est qu'il a quand même fallu attendre la Deuxième Guerre mondiale pour qu'on ait un titre d'identité unifié, quelque part, que tous les Français doivent avoir une carte d'identité. Ça s'est quand même fait sous Vichy, donc dans des conditions que chacun connaît. Et en France, on a quand même eu le fichier Safari en 1974, donc qui était cette volonté de l'État de commuter les fiches INSEE pour faire une grande base de données. Donc un ancêtre de fichiers informatiques. Il y a eu un article publié dans Le Monde en 1974 qui s'appelait Safari ou la chasse aux Français, qui a fait un scandale pas possible, qui a fait tellement scandale que le gouvernement a été obligé déjà de retirer le fichier, de mettre sur pied
une commission d'enquête qui ensuite a pondu un rapport, et rapport qui a débouché sur la création de la CNIL. Donc on voit bien qu'en France, on a à la fois une certaine tradition de liberté publique, dans la mesure où on estimait encore jusqu'au siècle dernier qu'on ne devait pas nécessairement avoir à justifier de son identité à tout bout de champ. Et on voit aussi le glissement qui s'est opéré, comme ça, en l'espace de quelques décennies, et qui fait qu'aujourd'hui, la technologie et le profilage des populations s'étend précisément à l'intégralité, ou vise en tout cas à s'appliquer à l'intégralité de la population. Je suis toujours un peu embêté quand j'entends ce terme de reconnaissance faciale éthique, d'intelligence artificielle éthique, parce que j'ai du mal à voir concrètement à quoi ça correspondrait. Est-ce qu'une intelligence artificielle éthique serait une intelligence artificielle qui est exempte de biais, par exemple? Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on se rend bien compte qu'on ne sait pas faire. Donc si c'est ça, c'est un vœu pieux. Est-ce qu'une intelligence artificielle ou une reconnaissance faciale éthique, ça veut dire refuser certains cadres d'application ou certains cas d'usage de cette technologie? Est-ce que c'est par exemple refuser la reconnaissance faciale en temps réel dans l'espace public? Est-ce que c'est refuser l'utilisation policière de la reconnaissance faciale, comme par exemple l'ont fait un certain nombre de villes américaines, je pense à San Francisco, je pense à Oakland, je pense à Portland, qui est aussi en train d'y songer très sérieusement. Donc est-ce que c'est ça? Est-ce que l'intelligence artificielle éthique, c'est s'assurer qu'on est capable d'auditer les algorithmes, sachant que les algorithmes de la reconnaissance faciale, c'est beaucoup des réseaux de neurones et du deep learning, et que quand on en parle avec des chercheurs, ils nous disent en fait on peut soulever le capot, mais ce sera illisible. Donc si on n'est pas capable d'interpréter les résultats, est-ce que ça ne va pas rendre aussi compliqué ce fameux audit et cette fameuse transparence qu'on souhaiterait? Donc je vois à quoi pourrait correspondre une intelligence artificielle éthique ou une reconnaissance faciale éthique, mais pour l'instant, j'ai du mal à voir au-delà du vœu pieux, dans la mesure où, à l'échelle européenne, où on nous dit ce n'est surtout pas le modèle chinois, on veut imposer un modèle européen de la reconnaissance faciale, on est très prudent, etc. On a quand même eu une magnifique reculade de la Commission européenne qui nous a dit on va faire un moratoire, pour finalement, quelques semaines plus tard, nous dire de moratoire il n'y aura pas, sachant que le moratoire tel qu'il était pensé était de toute façon plein de trous dans la mesure où il prévoyait deux exceptions pour les finalités de recherche et pour les finalités sécuritaires, qui sont précisément les deux cadres où se mêlent les expérimentations aujourd'hui. Donc on se rend bien compte que c'était un pansement sur une jambe de bois, mais je trouve que la question de l'intelligence artificielle éthique se préoccupe davantage de l'intelligence artificielle que de l'éthique. C'est un peu le souci, parce que finalement, est-ce que si on portait la discussion strictement sur l'éthique, est-ce que la question serait pas oui ou non, est-ce que la reconnaissance faciale est compatible avec nos valeurs démocratiques? Est-ce que ça ne devrait pas être ça, la question? Parce qu'à partir du moment où on dit reconnaissance faciale éthique, intelligence faciale éthique, pour moi, on est un peu dans la même logique que dans le greenwashing, en fait. C'est rhabiller, verdir, on va dire, des dispositifs en camouflant leur véritable finalité. Ouais, on rentre dans l'ère de l'éthique. Moi, je suis assez... Ouais, il y a un truc qui me gêne un peu. Après, c'est marrant parce que quand on parle avec certains chercheurs dont c'est vraiment le métier, ils sont de toute manière très dubitatifs sur l'éthique en elle-même. C'est-à-dire que l'éthique est souvent vue comme un truc de faux cul, en fait. C'est vraiment... mais aujourd'hui, on n'a pas de doctrine en la matière. Après, c'est aussi parce qu'on est au début du débat, mais pour l'instant, ouais, moi je veux bien qu'on dise on fait la reconnaissance faciale à la française et l'intelligence artificielle éthique, mais il faut que ça se matérialise dans quelque chose. À partir du moment où on dit ah non, un moratoire, non, il n'est pas question de l'interdire, il faut travailler sur l'acceptabilité de la technologie. Où est l'éthique là-dedans? Ouais, mais moi je suis absolument pas surpris, parce que de tous les pays européens, on est celui qui a les champions, on va dire, de la biométrie. On a des entreprises, on a
on a Thales, maintenant, qui a racheté Gemalto, et puis on a Idemia, qui sont quand même deux poids lourds de la biométrie. Et puis, on a un écosystème de la vidéosurveillance. Alors, on n'a pas forcément les entreprises, on achète beaucoup à l'étranger pour de la caméra, mais en tout cas, on a notamment des collectivités locales qui sont très, très, très acculturées à la vidéosurveillance. Donc, on sait qu'on a un marché à la fois intérieur pour la reconnaissance faciale, parce que il va falloir faire monter en régime la vidéosurveillance, et notamment parce que, à force de mettre des caméras partout, les élus réclament de les automatiser pour être en mesure de traiter toutes les images, comme ça se fait à Marseille par exemple, en faisant de la vidéosurveillance intelligente, qui n'est pas encore de la reconnaissance faciale, mais qui est déjà une forme améliorée de vidéosurveillance. Donc on a ce marché intérieur, et puis on a un marché extérieur, qu'on a déjà quand même assez largement pénétré, parce qu'on a des entreprises françaises qui sont capables d'aller exporter notre modèle industriel. Et aujourd'hui, en fait, pour moi, c'est ça. L'objectif, à travers ces prises de parole, c'est de dire les États-Unis ont des grandes plateformes dont on ne pourra pas contester l'hégémonie. Les Chinois ont des grandes plateformes et ont de toute façon des crédits illimités parce que tout le pays et toute l'industrie est tournée vers le seul objectif de devenir la puissance mondiale de l'intelligence artificielle. Et donc nous, à notre échelle, européenne et encore plus française, on se dit quel est finalement le particularisme qu'on va pouvoir mettre en avant. Et ce particularisme, c'est d'avoir une politique industrielle qui consiste à vendre de la biométrie et de la surveillance. Avec les JO, par exemple? Avec notamment les JO en ligne de mire. Mais même là, on voit avec les municipales. Moi, j'étais au salon Milipol il y a quelques mois, au mois de novembre, qui est quand même un salon de l'armement. Milipol, à l'origine, c'est un salon où il y a des véhicules blindés, des flics en civil qui viennent essayer des gros flingues, des agents du Mossad borgnent avec des camions de surveillance, etc. Et là, cette année, qu'est-ce qu'on avait partout? On avait des grandes affiches et des plaquettes sur la Safe City, sur la ville sûre, pilotée par ordinateur, avec des capteurs, des écrans de contrôle, etc. Donc on se rend bien compte que dans l'espace urbain, notamment, infuse cette idée qu'il faut généraliser ce type de dispositif, et les entreprises françaises sont assez en pointe sur justement l'équipement de cette Safe City d'aujourd'hui et de demain. Super ça, parce que la Safe City, c'est notre intro. Ah bah super, très bien. Donc, Ouais, c'est un peu l'un de mes chevaux de bataille actuellement, c'est un vrai sujet. Ouais. alors du coup, il y avait des... Et il y a du Thales partout. Du Thales avec écrit Safe City dans un... Et du Thales, salon d'armement. mais du Thales, ils ont... Ouais, mais en fait, il y avait même une conférence sur la Safe City, à Milipol. Donc, mais quand même, Stratégique, ouais, c'est vrai. à un moment, moi, il y avait quelque chose qui m'avait frappé, c'est qu'on a le salon Milipol en novembre, et puis quelques semaines plus tard, on a le CES à Las Vegas. Donc d'un côté, on a un salon de l'armement, et de l'autre, on a une foire de l'innovation plutôt à visée commerciale, on va dire. Dans les deux cas, il était question partout de reconnaissance faciale à toutes les sauces. À un moment, qu'est-ce qu'on a manqué dans le débat, ou qu'est-ce qu'on ne voit pas, pour ne pas se poser des questions quand un salon de l'armement et une foire commerciale, finalement, présentent un visage aussi similaire. Et quand il y a une si faible porosité entre les deux. Moi, ça m'interpelle en tout cas.